Donc, Émilie Asquette de VG9. Moi, je vais vous parler plutôt de la valorisation des coproduits pour la protection et la biostimulation des plantes. J'ai fait un rappel de VG9, mais les structures ne sont pas présentées. Juste pour vous dire qu'on existe depuis 89, on est une association loi 1901, on est un centre de ressources technologiques, et donc on est à l'interface entre la recherche fondamentale et les entreprises pour essayer de développer des technologies, et après les entreprises les montent en échelle et les commercialisent. On travaille pour des entreprises privées, on travaille aussi pour la filière légumière parce qu'on a été créé par eux. Donc voilà, la filière légumière bretonne, et on travaille sur des projets que je vais vous présenter ici, européens, régionaux, CASDAR, FEDER et évidemment Agri-Food Transition. Juste pour vous expliquer mon retard, on est à Saint-Paul-de-Léon tout en haut là-bas, donc désolée. Et donc on a plusieurs axes de recherche. On travaille sur l'amélioration et la traçabilité des plantes, ça c'est plus pour les sélectionneurs et les obtenteurs de graines. On travaille sur la qualité et la santé des plantes aussi, donc on va de la plante au produit fini. On fait des dégustations de tomates, de choux-fleurs, on est très Nord-Finistère. Voilà, on a un laboratoire de biologie moléculaire pour tout ce qui est marquage, sélection assistée par marqueur, et aussi système de défense des plantes, par exemple. Je vais vous présenter ça tout à l'heure. On a des salles de culture in vitro, on a un petit laboratoire de biochimie et donc analyse sensorielle. On travaille sur plus de 50 espèces maintenant, même si au départ on était vraiment sur les cultures spécifiques du Nord-Bretagne. Voilà. Alors, du coup, je me suis trompée sur la définition des coproduits. Donc, ce n'est pas forcément des sous-produits qui sont valorisables, issus d'un processus agroalimentaire pour ici. Et moi, ce que je vais vous expliquer, c'est comment nous, on réfléchit à la valorisation des coproduits. Donc, souvent, en étape 1, il faut vraiment caractériser son produit, savoir s'il est composé d'éléments nutritifs, peut-être faire un aminogramme, voir quelles enzymes sont présentes dedans, les composés d'intérêt, pour après pouvoir faire de la veille réglementaire pour savoir où on va pouvoir se situer. Par exemple, si on n'est pas dans des taux assez conséquents en NPK, on va avoir du mal à le mettre en biofertilisant ou en fertilisant tout court. Et on va peut-être partir sur une autre voie d'exploitation du coproduit, le marché évidemment. Et enfin, en troisième étape, une fois qu'on a toutes ces informations-là, on peut aller valider les revendications qu'on souhaite. Donc pour l'agriculture, il y a 3 voies majeures de valorisation. On a le biocontrôle, donc c'est l'ensemble des méthodes de protection des végétaux basées sur l'utilisation des mécanismes naturels. Comme exemple, je peux vous donner l'huile essentielle d'orange qui marche très bien en biocontrôle contre certaines maladies fongiques. Les engrais organiques, donc là il faut qu'il y ait au moins un apport d'un élément nutritif en assez grande quantité pour pouvoir suivre cette appellation. Donc ça peut être d'origine animale ou végétale. Et les biostimulants, c'est les stimulateurs des processus de nutrition des végétaux, indépendamment des éléments nutritifs qu'ils contiennent. Donc, ils peuvent avoir des éléments nutritifs assez conséquents, mais il faut qu'il y ait un petit plus qui permette de revendiquer la biostimulation. Donc moi je vais vous parler de 3 projets différents, 2 Carnot et un projet FEDER. Donc le projet DREAM sur explorer et exploiter la diversité des ressources marines dans le domaine de la santé des plantes. Saphir, c'était des solutions alternatives pour l'agriculture à base de protéines hydrolysées, innovantes et renouvelables. Ça, c'était des protéines animales. Et donc là, on est plutôt marin, poisson. Après, animal, enfin pas forcément poisson, il y avait aussi des crustacés. Et ensuite, Agri-to-Agri. Là, c'est plus pour vous expliquer la méthode pour aller valoriser un coproduit en agriculture. C'est explorer, exploiter la diversité des bioressources. C'est pas du tout ça. Mais du coup, on le fait avec l'UR Opal et le CEVA. Et là, c'est valorisation des digestats issus de méthanisation comme support de culture pour des microalgues. Et ensuite, ces microalgues-là ont été testées comme biofertilisants ou biostimulants. Le projet DREAM, donc là on est plus sur une valorisation des coproduits marins. En tant que biocontrôle, on était parti de ce principe-là. C'est pas moi qui l'ai fait, mais mes collègues étaient partis de ce principe-là. On a travaillé avec IDEMER, du coup, le CEVA et le laboratoire de chimie. Et donc là, moi je vais focaliser sur les coproduits marins. C'est ce que je vous ai encadré ici. Et donc la spécificité, c'est qu'on a travaillé uniquement sur la résistance, enfin le produit comme étant efficace contre l'oïdium de la tomate.
Donc là, vous voyez qu'en effet direct, donc ça c'est sur boîte de pétri, on avait des très bons résultats, c'est le pourcentage d'efficacité de protection que vous avez. Donc plus c'est haut, plus ça protège et plus les spores ne vont pas germer. Donc c'est les deux produits qu'on avait ici. Et après on est passé sur plante, donc Tomatoidium, et donc on voit que l'effet est un peu moins important. On avait testé 3 produits différents et on arrive à près de 50% quand même d'efficacité de protection. On avait des produits à base d'algues ici et d'autres produits là, à base de micro-organismes qui ont montré peut-être un peu plus d'efficacité, mais ça dépend vraiment de la fraction de coproduits qu'on va vouloir valoriser. Et en même temps que ces essais sur plantes et sur boîte de pétri, on a testé une analyse BM avec une puce QPFD. Alors une puce QPFD, c'est un ensemble de marqueurs qui va montrer si, après application du produit, la plante, elle va surexprimer ou sous-exprimer certains gènes de défense. Donc voilà. Et ce que vous avez en rouge, donc à chaque fois, vous avez le témoin haut, et après le produit, témoin haut produit, ainsi de suite. Donc c'est au cours du temps. Et toutes les premiers gènes, ici, c'est des gènes PR, donc c'est pathogen related. Et plus c'est rouge, plus c'est surexprimé, pardon. Et donc vous voyez que tous les gènes, à part les 2 derniers, mais tous les gènes du haut, pathogen related, ils sont surexprimés dès l'application du produit. Donc la plante se prépare à recevoir la maladie et il y a potentiellement un effet biocontrôle sur ces coproduits-là. La transformation de ces coproduits, elle était assez simple. On va passer sur le projet Saphir. Là, il y avait un peu plus de transformation parce qu'il y avait hydrolysation et du coup extraction de protéines d'intérêt. Ce qu'on a fait sur le projet, c'est des protéines animales. Et ce qu'on a fait sur le projet, c'est qu'on l'a testé et sur biocontrôle et sur biostimulant, les deux. Là, vous avez tous les essais de pathosystème qu'on a fait avec ces protéines-là. Et vous voyez que ça répond plus ou moins bien. En gros, si c'est rouge, c'est que ça n'a pas eu d'effet. Donc, mildiou de la pomme de terre, pas d'effet du produit. Pareil, fonte d'esmie, fusariose sur blé, pas d'effet du produit. Et après, il y a des produits il y a des maladies qui ont très bien répondu. On avait près de 60% d'efficacité de protection quand on appliquait le produit sur le botrytis de la tomate. Pareil sur l'oïdium. Donc, c'est très, très pathosystème dépendant. Vous voyez qu'il y a une grande diversité, mais le contrôle, c'est ça. On n'est plus sur une solution unique pour traiter toutes les maladies fongiques. C'est peut-être chaque maladie, chaque couple hôte pathogène va devoir trouver sa solution. On essaye quand même de faire des groupes, mais c'est un peu plus précis. Et ça, c'est les essais biostimulants. Pareil, on a testé plein de choses, des stress hydriques sur différents modèles d'études. Arabidopsis, on le fait en in vitro, ça va très vite. Donc comme ça, on peut voir s'il y a des effets. Et l'objectif, c'était aussi de voir si, quand on n'avait pas d'effet sur Arabidopsis, on ne pouvait pas en avoir sur des espèces d'intérêt. Et on voit que tomate, il y a quand même eu un impact sur la hauteur, la biomasse, ce genre de choses. On a testé aussi la solution contre les stress herbicides maïs, parce que des fois, après application des herbicides, les maïs, ils ont quand même du mal, même si c'est les adventices qui sont visés, les maïs ont quand même du mal à reprendre. Donc on peut utiliser des produits comme biostimulants pour booster la croissance après une application d'herbicide. Après, on a fait d'autres essais, et donc les effets sont aléatoires aussi en termes de biostimulation sur ces protéines. Voilà. On avait testé la puce QPFD aussi là-dessus, avec du coup beaucoup de gènes PR qui s'étaient allumés, donc le 1, le 2, le 4, le 5 et le 8. Et on avait aussi des gènes qui impactent la voie de l'éthylène. La voie de l'éthylène, ça peut être important, par exemple, pour protéger le pollen en cas de fort stress hydrique ou thermique. Et ça permet de garder un rendement assez conséquent. Donc, voilà. Le dernier projet dont je vais vous parler, c'est un projet qu'on a avec un projet AgriFood, avec l'UROPAL et le CEVA. Donc là, c'est plus le déroulé que je veux vous présenter. C'est un projet Agri2Agri. On part d'un approvisionnement du méthaniseur avec des déchets agricoles, enfin du fumier. Et du coup, on se sert du digesta pour faire des cultures de microalgues qui sont ensuite valorisées. Donc là, l'objectif, on était parti à la base du postulat qu'on allait se servir des microalgues comme biofertilisants ou biostimulants. On est parti de ce principe-là. On avait laissé assez ouvert parce qu'on se disait si on n'a pas assez d'éléments nutritifs, on ne pourra pas s'enfermer dans biofertilisant, donc on avait ouvert à biostimulant.
L'étude bibliographique sur les microalgues, elle avait été faite par le CEVA, par Amance qui est ici, pour justifier qu'elles existaient déjà en tant que biostimulants ou biofertilisants dans les revues bibliographiques. Et donc ensuite, on a fait une étape 2, c'est qu'on a caractérisé les différentes microalgues que vous voyez là, Desmodesmus, Chlorella et Acutodesmus, en termes de N, P, K, M, G et ainsi de suite, pour voir si on arrivait à les catégoriser en tant que biofertilisants. On n'a pas réussi, donc on est parti sur une revendication biostimulant, et là c'est les premiers essais, les deuxièmes ils sont en cours, le projet n'est pas encore fini, mais on voit, là c'est notre témoin qui n'est pas stressé, c'est un stress nutritif qu'on applique, là c'est notre témoin qui est stressé, et du coup, là, on a les meilleurs qu'on a gardés pour la suite, qui permettaient d'augmenter le nombre de fruits matures aussi précoces, et la biomasse. Donc le nombre et la biomasse des fruits sur tomates naines, c'est des toutes petites tomates, qui nous permettent d'avoir un rendement en 3 mois. En conclusion, quand vous avez un coproduit, l'important c'est de bien le connaître, quels sont ses éléments constitutifs, sa composition, sa stabilité dans le temps aussi. Est-ce que avec différents approvisionnements, vous arriverez toujours au même rendu et à la même composition finale? Quelle valorisation vous visez en fonction de sa composition évidemment, de la quantité que vous arriverez à sortir aussi et du marché que vous souhaitez trouver. Donc là, je vous ai mis différentes idées. En agriculture, c'est biocontrôle, biostimulant, biofertilisant. Et si vous trouvez une solution alternative herbicide, c'est génial. Donc voilà. Et ensuite, quel traitement appliquer, quel investissement en termes de coût et de temps vous voulez mettre dans la valorisation de votre coproduit? Est-ce que vous voulez juste valoriser en produit brut, comme on a vu, avec un traitement simple, mécanique, voilà, ou est-ce que vous voulez aller plus loin avec une extraction de molécules d'intérêt et une concentration et bien formuler son produit? Ça, c'est très très important aussi.